Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va essayer de savoir, avec cette nouvelle vidéo, comment la culture arabo-musulmane s'est appropriée la médecine grecque. Ce terme d'arabo-musulmane est toujours écrit entre guillemets car, comme nous l'avons vu en introduction, elle comporte finalement peu d'arabes, mais surtout des Iraniens, des Turkmènes, des Berbères, des Espagnols d'origine wisigothe, des Africains, des Coptes, des Juifs, des Persans zoroastriens, enfin des chrétiens grecs ou syriens. Néanmoins, une religion, l'islam, et surtout une langue, l'arabe, qui joua le rôle du latin en Occident, vont être le ciment administratif et culturel qui allait permettre la synthèse entre ces différents apports. On admire de nos jours, et à juste titre, le rayonnement de cette civilisation arabo-musulmane, mais il faut savoir que le premier siècle de leur invasion, les conquérants arabes furent peu ouverts aux sciences, à l'exemple de la prise d'Alexandrie et de l'incendie de ce qui restait de sa bibliothèque, attribuée au calife Omar, qui aurait dit « Si tous les livres sont conformes au Coran, ils sont inutiles. S'ils ne sont pas conformes, ils sont dangereux. » Lorsque les sectateurs de Mahomet arrivèrent en Égypte, en Syrie, aux frontières du monde byzantin, mais aussi en Perse, ils bloquèrent en effet tout développement culturel et intellectuel pour une centaine d'années. Sous les 4 premiers califes omeyyades, on ne compta en effet aucun mouvement intellectuel de caractère profane. L'islam était principalement occupé à conquérir, à dominer, à semer la désolation et à ravager les vieilles terres de civilisation, comme l'Égypte byzantine ou la Perse sassanide, et étouffer les sciences et la culture florissante de ces contrées. Il faudra en fait attendre l'ascension des Abbassides contre les Omeyyades à partir de 750 pour voir revivre cette culture et ces sciences dans les pays conquis, d'abord en Syrie, puis en Perse, ensuite en Espagne, après le retour des Omeyyades, puis enfin en Égypte. Une des raisons de ce siècle d'obscurantisme est que les Arabes ignoraient la langue d'Homère, la langue des sciences à l'époque de leur invasion. Il leur fallut donc des intermédiaires pour les initier aux techniques, qu'ils ignoraient, et pour traduire des textes grecs, que ce fut dans les domaines de l'algèbre, de l'astronomie, de la philosophie, mais aussi de la médecine. Les chrétiens, notamment les nestoriens de langue syriaque, et à moindre degré les jacobites monophysites et les melkites qui vivaient dans les pays qu'ils soumirent, furent ces traducteurs et ses passeurs de savoir. La médecine arabo-musulmane fut donc d'abord une médecine syriaco-chrétienne. Le monde de langue syriaque, carrefour entre Byzance et la Perse, incluait le nord de la Syrie et de l'Irak et le sud de la Turquie, avec pour principales villes Édesse, Antioche et Ras El Aïn. Le syriaque, forme d'araméen, n'était donc la langue ni d'un État ni d'un peuple en particulier, mais il connut un développement exceptionnel avec les invasions arabes, car le syriaque fut la branche du christianisme le plus en contact avec l'islam, au sein duquel il a continué à vivre. Dès les premiers siècles, dans un mouvement superposable à celui de la tradition chrétienne gréco-latine vers l'ouest, le christianisme syriaque s'est développé vers l'est, jusqu'à l'Inde, et jusqu'en Chine, comme on le voit sur cette illustration. L'apogée du monde syriaque coïncida avec la période la plus sombre dans l'Empire romain d'Orient, agité, comme nous l'avons vu, au IVe et Ve siècle, par des querelles dogmatiques d'ordre religieux, qui aboutirent à l'exode vers l'Est de la culture antique, portée par de nombreux savants nestoriens de langue syriaque. Ces querelles dites christologiques, car portant sur la nature du Christ, furent de portée non seulement religieuse, mais aussi politique et sociale. Ainsi, en 325, à la suite du concile de Nicée, l'évêque Jacques de Nizib fonda dans sa ville, située entre l'Empire perse et l'Empire romain, une école de théologie pour les chrétiens de langue syriaque. Un temps chassés de Nizib par la conquête perse, les professeurs et les élèves de cette école gagnèrent Édesse en 363, avant d'en être chassés définitivement pour retourner à Nizib, dont l'école atteignit le millier d'élèves en 510, mais aussi dans des monastères comme celui de Saint-Siméon près d'Alep. En 431, le concile d'Éphèse
entraîna l'expulsion définitive en Perse des adeptes nestoriens, dont de nombreux médecins et de nombreux traducteurs. Puis, en 451, le concile de Chalcédoine entraîna l'expulsion des monophytes vers la Syrie, qui furent rejoints par les derniers philosophes païens chassés d'Athènes vers 529. Cette instabilité religieuse et linguistique profita à la Perse sassanide, qui, en conquérant de nouveaux territoires byzantins, accueillit ces moines nestoriens, chassés de Byzance puis d'Alexandrie, et ayant étudié à Antioche puis à Nisibe. Ces professeurs et ces traducteurs se retrouvèrent logiquement à la cour des rois sassanides de Ctésiphon, où certains jouèrent même un rôle politique et religieux de premier ordre. Ils diffusèrent leurs connaissances à travers des écoles disséminées dans tout le royaume, comme le montre cette carte, à tel point que l'on peut parler également d'une culture gréco-sassanide. Ces savants nestoriens furent donc, à l'exemple de ce qui se passa dans l'Empire byzantin, à l'origine d'un double apport à la médecine, la traduction de textes grecs en syriaque et la constitution d'hôpitaux. Il s'agissait de textes d'Hippocrate, mais surtout de Galien, païen rationaliste, dont la notion de providence quasi divine s'accordera d'ailleurs également bien avec l'islam, autre religion monothéiste, avec le christianisme. Citons ici le moine alexandrin Haroun, contemporain de Paul d'Égine, auteur des Pandectes, que l'on pourrait traduire par traité général, qui écrivit en grec, mais qui fut rapidement traduit en syriaque puis en arabe, constituant le plus ancien texte médical écrit dans cette langue. De nombreux autres textes passeront du grec au syriaque, avant d'être traduits en arabe, à l'exemple des traductions des 26 traités de Galien par Sergius de Ras el Ain, petite ville de Syrie. Ce prêtre jacobite fut formé à Alexandrie, mais il enseigna à Édesse et Nisibe avant de mourir à Constantinople. Ici sont traités des tempéraments et des facultés des médicaments simples. Là, son livret d'art médical qui se trouve également à la British Library. Citons aussi ici la traduction du Summaria Alexandrinorum, les 16 livres rédigés au VIe siècle par un collège de médecins d'Alexandrie, dont Stéphanos, peut-être le père d'Alexandre de Tralles, et Jean le grammairien, que l'on voit ici en bonne compagnie. À côté de ces traductions, plusieurs hôpitaux furent également constitués dans le monde perse, où avaient migré ces savants nestoriens. Ils le firent sur le modèle de ce qu'ils avaient déjà fait dans le monde byzantin, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Plusieurs synodes ou assemblées d'évêques prirent en effet des décisions sur l'organisation des hôpitaux, notamment à Byzance, mais aussi dans chaque cité où se trouvait une grosse communauté nestorienne, et ce tant dans l'Empire byzantin que dans la Perse sassanide. Chaque cité se devait alors de posséder un hôpital pour soigner les malades, accueillir les étrangers et loger les pauvres. Ce fut le cas de la petite cité de Gundishapur, construite sur le site de Beth Lapat, au sud-ouest de l'Iran actuel. Cette ville, éloignée de Nisibe, aurait été constituée par des prisonniers d'origine grecque de confession nestorienne, à la suite de la prise d'Antioche par Shapur Ier en 540. Mais l'école semble avoir commencé ses activités beaucoup plus tard, et surtout, son influence grandit à partir du 7e siècle, parallèlement à la décadence de Nisibe, mais elle ne connaîtra son heure de gloire qu'au 9e siècle, après la création de Bagdad. Les nestoriens y retrouvèrent des Grecs païens, des Juifs, des Sabéens, des Indiens qui suivaient les principes de la médecine ayurvédique, et des Perses zoroastriens, dont quelques savants et des médecins, qui suivaient eux les principes de l'Avesta, compilation des enseignements de la doctrine mazdéenne, très influencée par la médecine grecque depuis la conquête d'Alexandre. Cette hypothèse cosmopolite sur la formation de Gundishapur, parmi d'autres plus ou moins contradictoires, expliquerait le caractère laïque de son université, sans dogme, où les cours étaient donnés en langue syriaque, alors qu'elle se trouvait dans une région bien pauvre, loin de la capitale, dans un pays de religion zoroastrienne pure et de langue persane. Il n'en est pas moins vrai que son développement fut permis grâce à la protection de Khosrow Ier, roi sassanide ouvert et tolérant, à la cour duquel la liberté de pensée et de culte était de mise. Khosrow employa en effet des chrétiens dans son administration, accueillit des philosophes grecs
et encouragea l'enseignement de la médecine. On le voit d'ailleurs sur cette miniature de l'école de Tabriz du XIVe siècle, en compagnie du médecin Burzoé, auteur de la version persane des fables de Kalila et Dimna. Khosrow protégea donc l'école de Gundishapur, mais elle n'eut néanmoins qu'un rôle négligeable sous les Sassanides et ne connaîtra finalement la notoriété, comme nous l'avons dit, qu'après la conquête arabe. Car les deux foyers nestoriens de Gundishapur, que l'on voit ici, et de Nizib, comme Ctésiphon, la capitale de la Perse sassanide, tombèrent aux mains des conquérants arabes à peine 5 ans après la mort de Mahomet en 632. Dans beaucoup de pays envahis, affaiblis par les guerres entre voisins et par des querelles internes, les envahisseurs arabes furent plutôt bien accueillis, notamment par ces minorités coptes en Égypte ou syriaques en Syrie ou en Perse, parfois persécutés, en tout cas considérés comme des citoyens de seconde zone, malgré la bienveillance de souverains sassanides. D'autant que les Arabes se montrèrent extrêmement tolérants au début, sans déportation de masse comme le faisaient les Byzantins ou les Perses, sans modifier les structures économiques et sociales, gardant en poste les fonctionnaires, et notamment les nombreux chrétiens, n'imposant pas leur foi aux gens du livre, même si cette liberté de culte avait un coût pour le dhimmi, qui se traduit par protégé, mais qui signifie plutôt soumis à l'islam et à la capitation, l'impôt appelé jizya. La situation ne changeait finalement guère pour les nestoriens de Perse, mais les rapports qu'ils avaient eus antérieurement avec les Arabes et leur propre vision du christianisme, affirmant notamment la nature humaine de Jésus, leur donna un petit avantage sur les autres religions chrétiennes, comme les Jacobites ou les Melkites. Sous la dynastie des Omeyyades, les successeurs du prophète, les médecins nestoriens ne jouèrent néanmoins qu'un rôle mineur, même si Al-Muyawiya, le fondateur de la dynastie, fit venir de nombreux médecins autour de lui à Damas, où je vous rappelle que la langue culturelle était le grec. Les conquérants arabes, qui se trouvèrent donc en contact avec les principaux foyers de culture antique, grecs, persanes, égyptiennes et hindous, fondèrent alors les premières maisons de la sagesse. Celle du calife Muawiyah II, à Damas, en 681, fut la première en date, mais celle de son neveu, Khalid ibn Yazid, à ne pas confondre avec son grand-père, un tyran débauché, fut la plus célèbre grâce à la magnificence de sa bibliothèque. C'est à ce dernier qui disait avec humilité « Je suis ni un savant ni un ignorant, je n'ai fait que collectionner les livres », que revient le mérite des premières traductions en langue arabe. En fait, les médecins nestoriens fréquentèrent peu ces maisons de la sagesse, car ils avaient leur propre bibliothèque dans leur monastère, à l'exemple de celui de Mossoul. Ils jouèrent un rôle bien plus important sous la dynastie suivante des Abbassides, à partir de 750, quand le centre de l'islam fut transporté dans l'ancien empire sassanide, à proximité de Ctésiphon, l'ancienne capitale sassanide, puis surtout après la création de Bagdad. Après ce que nous avons dit sur les souverains sassanides éclairés, il est inutile de souligner l'influence considérable que cet ancien empire exerça sur celui des Abbassides, la civilisation arabo-musulmane n'étant en fait, à cette époque, que la continuité de la civilisation gréco-syriaco-sassanide. Les médecins nestoriens jouèrent surtout un rôle sous le second califat d'Al-Mansour. Ce dernier fit en effet venir de nombreux savants dès 765, soit à peine 3 ans après la création de sa nouvelle capitale, Madinat ad-Salam, la ville de la paix, la ville ronde, d'ailleurs construite sur l'emplacement d'un village doté d'un monastère nestorien nommé Bagdad. Georges Bakhtishou était l'un d'eux. Chef d'une famille de nestoriens de Gundishapur, il était médecin-chef de l'hôpital. Bakhtishou signifie serviteur de Jésus en syriaque. Et sa famille compta pas moins d'une dizaine de médecins durant 3 siècles. Les Bakhtishou, mais aussi 3 autres familles de médecins nestoriens, dont les membres se mariaient plus ou moins les uns avec les autres, formèrent une véritable aristocratie médicale où tous les coups étaient permis pour garder ses privilèges et sa fortune, parfois considérable, avec des hauts et des bas, des périodes de disgrâce, voire de prison, et des périodes de pouvoir comme conseiller des califes, jouant alors un rôle de protection de la communauté nestorienne, intervenant même dans la nomination des patriarches.
Sans pour autant faire de cette ville de Gundishapur l'important carrefour entre Orient et Occident, parfois mis en avant, le rôle des médecins nestoriens n'en fut pas moins fondamental, notamment pour l'organisation hospitalière et les traductions que nous avons évoquées. Néanmoins, Georges, qui fut l'auteur de livres en syriaque sur le diabète et sur les humeurs, ne participa pas ou peu à ces traductions, pas plus que ses successeurs directs, dont le plus célèbre fut Jobril, son petit-fils, médecin et ami du calife Haroun al-Rachid, qui régna de 786 à 809. Jobril fut par contre surtout à l'origine du premier hôpital de Bagdad, construit au sud-ouest de la ville, sur le Tibre. Il accumula une fortune colossale pendant les 23 années de service, et il est d'ailleurs le seul médecin évoqué dans les 1001 nuits. Jobril fut aussi l'auteur d'ouvrages médicaux, dont un livre d'hygiène alimentaire, un livre sur le coït et une compilation de Dioscoride, de Galien et de Paul d'Égine. Al-Mamoum, calife de 813 à 833, continua la politique éclairée de son père Haroun al-Rachid en faisant venir des livres de mathématiques, d'astrologie ou de médecine pris dans les villes conquises comme Alexandrie, Antioche, Damas ou lors de razzias en territoire byzantin dans des monastères éparpillés. À Bagdad, ces livres étaient à la disposition des savants dans une maison de la sagesse, initialement la bibliothèque privée du calife Haroun al-Rachid, mais, comme à Damas, celle-ci ne joua qu'un rôle mineur en médecine, d'autant que les premiers moines nestoriens semblent l'avoir peu fréquenté, et qu'aucune traduction n'est si fit dans le domaine médical. Il faudra en fait attendre le IXe siècle pour voir se multiplier les traductions qui se prolongeront jusqu'au XIIIe siècle. Elles concernaient encore et toujours Galien, dont les Arabes possédaient 129 œuvres, c'est-à-dire plus que nous n'en connaissons, et dont on voit ici le traité des sectes, traduit en syriaque et en arabe par Ouman ibn Ishaq, conservé à la BNF. Mais les traductions concernaient aussi Hippocrate, Rufus d'Éphèse et bien sûr Dioscoride, notamment sa Materia Medica, point de départ de la pharmacologie arabe, et dont on voit ici une illustration publiée en 1224 concernant la préparation d'un sirop. Les premières traductions furent surtout l'œuvre d'une autre famille de médecins célèbres de Gundishapur, les Massaway. Le principal représentant de cette famille fut Yuhanna ibn Massaway, dit Jean Mézué en Occident. Chrétien syriaque de Mésopotamie, originaire de Ninive, né d'un père préparateur en pharmacie à l'hôpital de Gundishapur, lui-même élève de Jobril, qui le chargea de ses premières traductions, Jean Mézué fut aussi le médecin de 4 cours successives et de 6 califes, dont Haroun al-Rachid et Al-Mamoum, qui fut, comme nous l'avons vu, à l'origine de l'essor médical de Bagdad. Jean Mézué fut l'auteur de l'une des premières œuvres rédigées en arabe, comportant de nombreuses traductions en ophtalmologie, sur l'anatomie du singe, sur la diététique alimentaire, mais seulement 30 sur 40 traités nous sont parvenus. Le plus célèbre ouvrage de Jean Mézué est son livre des axiomes médicaux, ou livre des raretés médicales, recueil de 131 sentences médicales, mais aussi philosophiques et éthiques, sur le modèle des aphorismes. Jean Mézué le dédia à son élève Ouman ibn Ishaq, avec lequel il se brouilla, mais qu'il surnommait le maître, tout élève qu'il fut. Considéré comme le plus grand traducteur arabe, Ibn Ishaq, surnommé Ioannitus en latin, naquit à Al-Hira, au sud de l'Irak, non loin de Gundishapur, également d'une famille de nestoriens, au IXe siècle. Cette grande figure médicale commença à exercer la médecine sous le califat d'Al-Mamoum et servit à son tour pas moins de 9 califes. Linguiste maîtrisant le grec, l'arabe et le syriaque, il s'avéra aussi un grand théologien et un auteur prolifique. 40 de ses propres livres nous sont d'ailleurs parvenus, parmi lesquels une introduction à la médecine, une traduction des aphorismes d'Hippocrate et surtout un livre des questions de médecine sous forme de questions-réponses qui donne une idée de la manière avec laquelle la médecine, très imprégnée de philosophie, était enseignée à l'époque. Traduit par Constantin l'Africain, sous le titre d'Isagogue, ce livre sera intégré dans l'Articella, manuel de l'école de Salerne dont nous reparlerons. On doit aussi à Ioannitus
des livres d'ophtalmologie, comme Dissertation d'ophtalmologie, ou le livre sur l'œil, qui sera également traduit par Constantin. On lui doit également le premier traité arabe sur les dents. Peu de domaines de la médecine lui restèrent étrangers, à l'exemple de la psychiatrie, de la gynécologie, la dentisterie, la pharmacie ou l'hygiène. Mais il est surtout resté à la postérité pour son travail de traduction qui permit véritablement l'appropriation de la médecine grecque par les Arabes. Considéré comme le créateur de la terminologie médicale arabe, inventeur de très nombreux termes, créant des néologismes ou adaptant des termes étrangers, Humayn ibn Ishaq prépara véritablement la médecine arabe proprement dite et lui permit de s'épanouir. Pour créer les termes médicaux qui leur manquaient en arabe, les traducteurs syriaques comme Ibn Ishaq eurent recours à deux procédés, l'emprunt et le calque. L'emprunt consistait à conserver le mot grec ou syriaque et à lui donner une phonétique arabe, à l'exemple de la jaunisse, yarkono en syriaque, qui donna yarakan en arabe, ou le mot teriaké en grec, qui donna tyriak en arabe et teriak en français. Ces emprunts se firent aussi pour l'anatomie. La veine céphalique, ainsi nommée car elle était le siège des saignées pour traiter les céphalées, nommée céphalikos en grec, donna kyphal en arabe. En physiologie, koulos en grec donna kylus en arabe pour le chyle. En pathologie, à l'exemple de boulimos et diabètes en grec, qui donnèrent les mots boulimus et diabita en arabe, boulimie et diabète en français. Le calque consistait à traduire le mot grec par un mot arabe déjà existant, en lui changeant le sens à l'exemple du mot pylore, traduit par celui donné au portier. Le mot diaphragme était traduit par celui de cloison, et celui de sécom par le mot qui désignait l'aveugle. Les traducteurs employèrent aussi parfois la juxtaposition de deux noms pour désigner des mots grecs composés, à l'exemple de la dysurie, traduit par difficulté d'uriner, ou l'anorexie, par abolition de la faim. Traducteur exigeant, revenant sur ses propres traductions lorsqu'il découvrait de nouvelles versions, essayant le plus souvent possible de revenir à la source même des textes grecs, Humayn ibn Ishaq faisait travailler de nombreux collaborateurs avec lui, dont son fils et son neveu Hubeish. Ce dernier étant connu pour avoir traduit et modifié le serment d'Hippocrate, le purgeant de tout paganisme qui le rendait ainsi accessible à toutes les religions du livre, du syriaque, qui avait d'ailleurs été traduit par son oncle, en arabe. Ibn Ishaq fut ainsi le traducteur de 129 traités de Galien, dont 71 avaient déjà été traduits en syriaque, et notamment les 25 traduits par Sergius dont nous avons parlé. Aux œuvres traduites, Ibn Ishaq apportait des commentaires, parfois empruntés à d'autres œuvres, parfois à sa propre expérience personnelle qui était très grande, ce qui fait la richesse de cette œuvre. Ibn Ishaq traduisit aussi des auteurs grecs tardifs, comme Alexandre de Tralles, Oribase ou Paul d'Égine. On pourrait penser que les médecins nestoriens ou jacobites de langue syriaque, mais aussi melkites d'origine byzantine et parlant le grec, pouvant passer directement de cette langue à l'arabe, n'avaient aucun intérêt de faire ces traductions qui risquaient de les priver de leur privilège d'exercer la médecine. Mais il faut savoir que les traductions étaient en fait une activité très lucrative, exercée dans le cadre d'un véritable atelier de traduction. Elles étaient en effet payées au poids par de riches mécènes, arabes lettrés mais non médecins, parmi lesquels d'ailleurs on ne retrouve aucun calife, ou alors par des médecins érudits, et pas seulement Jean Mézuet ou les membres de la famille des Bakitichou. Il est à noter que de nombreux auteurs de la période antique ne furent pas traduits par Humayn ibn Ishaq, et non des moindres, à commencer par Hippocrate lui-même, en dehors des commentaires qu'en avait fait Galien, mais aussi Érasistrate et Hérophile, Arrêté de Cappadoce ou Soranos d'Éphèse. Ces auteurs seront redécouverts plus tard dans leur langue d'origine, le grec. Le nestorien Humayn ibn Ishaq, dit Ioannitus, fut donc véritablement la figure marquante de cette époque, où néanmoins l'érudition surpassait la pratique, raison pour laquelle les historiens accordent, à tort, peu de valeur scientifique à son œuvre. Il doit néanmoins être considéré comme le père de la médecine arabe, car l'inventeur des principaux termes de médecine. Il prépara le terrain aux grands médecins arabes des 9e au 13e siècle, la période d'apogée du monde arabo-musulman, qu'Istomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question,
se propose de vous présenter dans ses prochaines vidéos.